Here we go now. Let's go. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission, donc Business Story. Donc je rappelle que c'est une émission qui est déclinée du magazine Business Story Magazine, là, qui répertorie des parcours d'entrepreneurs extraordinaires, des parcours inspirants. Et donc aujourd'hui, on va vous parler d'un parcours qui a fait la couverture du premier magazine, donc du mois de mai 2021, Monsieur Moed Altrad. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez découvrir ce portrait qui est quand même passionnant et très intéressant. Alors, on n'a pas d'invité sur le plateau tout de suite, mais on a deux invités, à savoir que nous sommes invités, Monsieur Ludovic Brocard avec moi, voilà, et moi-même pour animer donc ces 20 minutes d'émission. Bien, Ludovic, qu'est-ce qu'on peut raconter aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, sur les porteurs de projets? Comment vous sentez un petit peu la conjoncture? C'est très paradoxal, c'est tout ou rien, c'est hyper positif, c'est hyper porteur, où on sent effectivement une forme d'inquiétude, et sans doute aussi tout à fait légitime. Je pense que ça dépend clairement des domaines d'activité, des marchés. Il y a des enjeux aujourd'hui, des vraies problématiques autour de la présence des effectifs. Le télétravail sort sans doute très grandi, même si on voit bien aujourd'hui que tout le monde cherche à s'adapter quand même, parce que travailler de la maison c'est bien, mais on n'y est pas habitué, c'est pas encore culturellement très présent, et ça pose plein de questions. De plus en plus, on parle beaucoup de changement de vie, mais au-delà, sans aller jusqu'au changement de vie, il y a une vraie question de la place et de la priorité que l'on donne à son activité professionnelle au quotidien. Alors je propose qu'on passe au portrait de la semaine, qui est celui de Monsieur Moed Altrad. Alors le titre dans Business Story Magazine, c'est « Le Bédouin qui défiait le destin ». Et quelle belle histoire, hein. Donc on l'a déjà accueilli au niveau du MAG via une interview. Une histoire incroyable de résilience. Je rappelle donc Monsieur Altrad, c'est un Bédouin qui est né dans le désert syrien. Aujourd'hui, il est le patron du groupe Altrad. Il est dans le classement Forbes des grandes fortunes. Il a été nommé meilleur entrepreneur au monde en 2015 aux États-Unis. Il a été reçu par Monsieur Obama. Enfin voilà, donc son portrait, on ne va pas le refaire, mais vous pouvez lire l'article dans le premier Business Story Magazine qui est paru en mai 2021. Donc, qu'est-ce qu'on peut raconter? Je ne sais pas, donc Ludovic, vous avez lu son histoire. Qu'est-ce que vous avez retenu un petit peu de l'histoire de M. Altrad? La première lecture, c'était quel formidable exemple de résilience. Effectivement, il y a véritablement une capacité d'anticipation qui est intéressante, effectivement, dans ce parcours. Alors, justement, donc, pour en dire deux mots, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, il est né dans le désert, il a perdu sa maman dès qu'il a été né. D'ailleurs, il y a toute une histoire où il a même failli être... en tout cas, il a été enterré vivant donc, par des gamins quand il était gamin. La première école est à 300 km de l'endroit où il se situait, et donc il a appris à lire et à écrire tout seul. Il a été repéré par un instituteur qui l'a accompagné quelque part jusqu'à ce qu'il ait eu son bac et une bourse pour venir à Montpellier. Et je crois que de mémoire, je pense qu'il avait 20 euros, l'équivalent de 20 euros en poche. Il ne savait pas parler français. Il a eu son doctorat, donc il a appris bien évidemment le français, son doctorat d'informatique. Il a monté une boîte d'informatique qu'il a revendue à Matra. Il s'est fait une petite carrière pendant quelques années au Moyen-Orient où il a travaillé. Et après, il est revenu. Et quand il a revendu effectivement sa boîte d'informatique, il a eu une opportunité. Il a acheté une entreprise d'échafaudage qui était en déclin. Et à un moment donné, je crois qu'il a acheté un groupe de mémoire hollandais. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la tête de 42 000 collaborateurs présents dans une centaine de pays. En fait, quand on dit groupe Altrad, c'est quoi? L'entretien de la Tour Eiffel, c'est le groupe Altrad. Quand vous parlez du Tour de France, vous savez, les barrières qui sont dans le Tour de France, c'est le groupe Altrad. Quand vous voyez des plateformes pétrolières, tout ce qui se passe là-dedans, il y a le groupe Altrad là-dedans, pour vraiment comprendre le métier qui est là. Alors, ce qui ne l'empêche pas de faire, je crois, plus de 300 actions caritatives.
notamment des lieux pour des personnes handicapées, d'accueil pour personnes handicapées, personnes vulnérables. Il fait un combat extraordinaire pour la lutte, pour lutter contre les violences contre les femmes. La pollution des océans, enfin voilà, il brasse énormément. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui est très très sollicité pour pas mal de projets. Alors, quel est l'objet fétiche de M. Altrad? On pourrait imaginer, moi j'ai imaginé, ça pourrait être une poignée de sable, parce que ça raconte toute une histoire. Son histoire vient du désert jusqu'à la carrière qu'il a aujourd'hui. Et puis, je me rappelle, dans l'entretien qu'on a eu ensemble, j'ai vu dans son bureau qu'il y a plusieurs drapeaux. Et je me suis dit, c'est quoi ces drapeaux? Est-ce que c'est comme un bureau présidentiel où on a des drapeaux de différents pays? Et donc, quand je lui ai posé la question, regardez dans l'entretien ce qu'il m'a répondu. À chaque fois, j'étais un peu surpris par les drapeaux que vous avez derrière. Donc, je vous pose tout de suite la question pour les drapeaux. Écoutez, les drapeaux, on est dans quelque chose comme une centaine de pays dans le monde. C'est ça. Et il y a des dirigeants sympas, ils m'amènent le drapeau de leur pays. D'autres, ils ne le font pas. C'est pour ça que je les accroche là. Voilà, donc en fait, à chaque fois, on lui offre un drapeau, donc il le pose, et c'est plus donc une marque je dirais, de respect par rapport à ceux qui lui ont offert des drapeaux, et puis ça montre aussi qu'il est un peu partout sur une centaine de pays. Alors Habib, j'allais, en regardant cet extrait, en vous écoutant attentivement depuis tout à l'heure, j'avais envie de renverser le jeu un peu. Ah. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un peu vous qui allez passer sur le grill. Ah. Au fil de ces différentes rencontres, vous êtes amené à poser des questions. Peut-être que, pour commencer c'est dans le désordre par rapport à nos habitudes, mais quel est le moment de gêne le moment de gêne. Eh bien, pour ça, on va passer le générique. Ça me permettra de réfléchir un peu. Pensons le générique, s'il vous plaît. Eh bien, le moment de gêne qui me vient à l'esprit, parce que je viens de parler de M. Moed Altrad, justement, c'était une séquence avec lui. Quand on devait faire une interview avec lui, donc je l'avais contacté, il a été très sympa d'accepter notre invitation, parce que c'est un monsieur qui est présent dans la BBC, qui va dans toutes les grandes chaînes. Alors, pour venir à Webcom TV, je me suis dit ce qu'il va dire. Il a accepté. Pour le convaincre, je lui ai promis que ça prendra un quart d'heure. Le problème, c'est que ça a pris, c'est qu'on a eu des problèmes techniques, et pendant 3/4 d'heure, et il était là, je le voyais à l'écran, et nous on réglait des câblages, et puis à chaque fois je me suis confondu en excuses en disant je suis désolé. Finalement ça nous a pris un peu plus d'une heure, et ce monsieur a été d'une patience extraordinaire. Merci Moed pour votre patience, merci pour votre humilité. Ben voilà, une belle expérience, une belle histoire qui dit beaucoup de l'homme, qu'il est sans doute. Alors, le moment de kiff, quel est ce moment de kiff dans votre parcours riche? Ah, un moment de kiff. J'ai besoin de réfléchir. Mais mettons le générique, s'il vous plaît. Moment de kiff. Ah oui, alors, un moment de kiff. Alors là, c'est une histoire. Celui qui me vient à l'esprit. Chaque année, en fait, avec l'équipe de l'agence Kayak, on part en séminaire pour préparer notre projet d'entreprise. Voilà. Et un jour, je leur ai fait la surprise. Je leur ai dit, parce qu'à chaque fois, ils savaient que j'étais né à Marrakech, et à chaque fois, ils me disent, oui, on a envie d'aller au Maroc. Et un jour, je suis venu, je dis, bon, je vous embarque, on va partir au Maroc. Alors, on a fait 2-3 jours à Marrakech, et puis je les ai embarqués à Ouarzazate. Ouarzazate, c'est dans le sud. On est dans les portes du désert. On est parti dans un marché où je les ai tous habillés en homme bleu. Donc voilà, des turbans, on était 6 ou 7 je crois, on voyait que des yeux. Et puis on avait un chauffeur marocain donc, qui nous conduisait. Puis je leur ai dit, bon voilà, on va passer la soirée quelque part. Et en fait, ils ne savaient pas. Et on a fait de la route, on a fait des kilomètres. À un moment donné, on se retrouvait sur une piste, mais alors une piste noire, il n'y a pas de lumière, il n'y a que dalle. On est dans la piste et tout ça. Mais ils se disaient, où est-ce qu'ils nous emmènent? Bon, ils avaient confiance. Et puis tout d'un coup, au bout d'1 heure de route, le chauffeur il me dit « Oula, je vois des lumières derrière ». En fait, il y a 2 loupiottes, effectivement, dans ce désert. Qui c'est qui va nous suivre? Dans le noir, imaginez, donc le noir total. Et le pire, c'est que cette voiture est venue carrément juste devant, elle nous a bloqués.
on ne pouvait plus passer, et 2 grands colosses, moi j'avais l'impression que c'était vraiment Hulk, le mec qui est sorti de là, 2 colosses, et il y en avait 3 derrière, et le chauffeur c'était un jeune, je crois il devait avoir 24, 25 ans, gringalet comme tout. Je lui dis, tu fermes la porte, et tu ouvres juste un petit peu la fenêtre pour voir qu'est-ce qu'il veut ce mec-là. Et donc on était là, les yeux, clac, moi je regardais, et puis il vient. Il dit, tout va bien là-dedans? Et mon chauffeur qui dit, oui, ça va. Donc déjà le contraste, et je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dit, bon, allez-y. Donc est-ce que c'est le regard? Enfin bon, toute cette histoire, je la raconte d'ailleurs dans le livre Kayak mon amour, parce que c'est un passage vraiment qui m'a marqué. Et puis, on arrive au bout de 100 mètres, des lumières, des petites lumières. En fait, c'était des bougies qui traçaient un petit peu le passage. Et là, on arrive carrément dans une oasis terrain, donc avec un groupe folklorique, une table dressée pour des pachas. Et en fait, je leur ai fait la surprise de passer une nuit étoilée dans le désert. Et là, je regardais, donc je me rappelle encore Caroline qui me regarde et me dit « Habib, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il y en a une, elle m'a dit « Ça va être gravé dans ma mémoire. » L'autre qui me dit « Ah, si tu ne nous avais pas embarqués ici, jamais on n'aurait connu ça. » Et même moi, je me rappelle, ça c'est vraiment un moment. Alors le moment de kiff, c'est les étoiles, mais c'est surtout le regard de mes collaborateurs qui étaient émerveillés avec des étoiles dans les yeux. Alors nous étions dans... Merci d'applaudir. Nous étions déjà dans l'émotion, mais malgré tout, est-ce qu'il y a un autre moment d'émotion encore plus fort peut-être, ou qui est inscrit dans votre mémoire? Là j'ai parlé de kiff, moment d'émotion, allez. Générique, moment d'émotion. Allez. Alors, un moment d'émotion, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est particulier. On avait un client donc à l'agence pour lequel il avait signé pour un plan de communication sur une année. Et en milieu d'année, il avait des difficultés financières. Donc, il ne pouvait plus suivre et il était vraiment très mal. Et donc, il m'appelle, il me dit... Voilà, Habib, je ne pourrais pas honorer toutes les traites qui restent, alors que nous, on a fait tout le travail. Et donc, il était tellement mal, donc je connais, je sais que c'est quelqu'un d'extraordinaire, alors je vais prononcer son prénom, c'est Eni, donc Eni, je veux lui rendre hommage aujourd'hui. Alors, et quand j'y ai pensé, je dis, écoute, Eni, on oublie, on va tout effacer. C'est pas un problème, parce que je me suis dit, il a déjà pas mal de galères, je vais pas lui en rajouter, ça sert à rien de partir, donc ça va être insolvable, etc., dans le conflit, et j'aime pas les conflits, honnêtement. Donc je dis, bon, c'est pas grave, le gars, il est vraiment en galère. Et puis voilà, donc de l'eau a coulé sous les ponts, 5 ans, je crois 6 ans plus tard, je suis dans un restaurant, j'entends Habib, et puis bon, je me retourne, c'était lui. Ah, comment ça va? Donc tout va bien. Alors, est-ce que tu es toujours à Aura Technologies? J'ai dit oui, donc je peux passer prendre un petit café? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et je me suis dit, bon, il va passer, peut-être qu'il a encore des soucis, il faut peut-être que je l'aide. Et puis d'un coup, il arrive, on prend le café et il sort son chéquier. 6 ans après, hein, Habib, je vous dois quelque chose, il faut que je vous paye. J'ai dit, mais non, Annie, donc c'est déjà effacé, le bilan est déjà sorti, on ne va plus en parler. Non, aujourd'hui tout va bien, j'ai 40 employés, j'ai une boîte qui cartonne, ça marche très fort, et voilà, et je n'ai pas oublié, donc je veux payer ce que je devais. Et je sais que j'en avais les larmes aux yeux, mais je ne voulais pas accepter. J'ai dit non, pas question. Ce qui est fait est fait. Je ne l'ai pas fait en attendant ça. J'ai dit, à la limite, bon, si ça passe et s'il y a une commande, voilà, si on peut être à nouveau prestataire, il dit tout de suite, refaites-moi mon logo, refaites-moi ça. En fait, il n'en avait pas besoin, mais il a absolument insisté. Et du coup, il nous a passé commande, effectivement, qui a permis d'éponger cette... Et ça c'est un vrai moment d'émotion. Merci encore, Eni. Merci. Donc, je me rappelle très fort et je pense que, moralité quelque part, quand vous faites du bien, ça revient toujours. Allez, on va lancer le générique de l'objet fétiche pour vous permettre de récupérer effectivement de cette émotion. Allez, mon objet fétiche. Voilà. Bon, c'est l'avantage d'avoir le studio dans ses propres bureaux. Exactement, hein, voilà. Là j'ai été le chercher, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est. Eh bien ça c'est l'ancêtre d'Internet, c'est le Minitel. Alors je ne me rappelle même plus comment... Ah ben voilà. Voilà, donc il y a un clavier, il y a un écran.
Eh bien, ce Minitel, donc je l'avais gardé, je l'avais conservé parce qu'à l'époque, c'était dans les années 90, bien avant donc l'explosion du net. Comme quoi la France, parce que ça c'est France Télécom, la France aurait pu être vraiment le top du top mondial d'Internet, puisque c'est l'ancêtre d'Internet. Alors je sais que globalement, ce qu'on y mettait, c'était plutôt l'annuaire. Quand on cherchait voilà, un contact, un client, un fournisseur, on pianotait là-dessus. Alors c'est rigolo parce que comme j'étais le gérant de l'agence, fièrement, je ne savais même pas l'utiliser, je l'utilisais à peine, je le posais dans mon bureau parce que j'en étais fier. Et puis c'est mes collaborateurs qui viennent tout le temps, donc à chaque fois pianoter dessus. Donc ça aurait été mieux de le mettre ailleurs. Donc je m'en rappelle très bien parce que j'étais pas très geek. Et voilà, donc, et ça m'a donné envie quand on a fait le virage du web. D'ailleurs, à ce propos-là, quand on a fait ce virage-là, j'ai dit à mon équipe, bon voilà, vous allez être les meilleurs dans le web marketing. Et moi, je prends un défi, c'est que dans 3 ans, j'écris un livre d'experts sur les outils de la communication digitale. Alors que j'étais un newbie, je savais à peine envoyer un mail. Et puis un jour, on m'a appelé, on m'a dit, donc le livre est sorti, donc effectivement, 3 ans après. Et on m'a appelé de l'Assemblée nationale. Donc M. Walidi, voilà, vous êtes invité à l'Assemblée nationale. Moi, je croyais que c'était une vanne, c'était une blague. Et en fait, ce livre a été primé parce que j'arrivais à exprimer avec des mots simples, puisque je ne comprenais rien, des choses qui étaient plutôt très complexes. Comment construire un site, comment ça se passe au niveau des réseaux sociaux, des applications mobiles, etc. Comment on fait du buzz, tout ça. Bon, voilà, donc Minitel a une grande histoire. Je pourrais écrire un bouquin là-dessus. Merci en tout cas. Il y a encore une question, monsieur. Oui, très bien. Ah, il y a encore une question. Il y a encore une question. Alors Habib, vous venez d'évoquer cet ouvrage sur le Minitel comme un objectif. Et moi qui vous connais un peu, je sais que vous avez besoin comme ça de vous poser régulièrement des objectifs à atteindre. Cette émission en est un nouveau. Ça amène à cette dernière question, la fameuse question qui tue. Alors on va bien évidemment lancer le générique. Je vais pas donner le flingue. Si, il est là. Ah, Tout est prévu. Mais voilà, je pense que j'en aurais pas besoin. La question qui tue serait que diriez-vous au jeune Habib de 17 ans que vous étiez lors de votre arrivée en France? Générique, s'il vous plaît. Oui, je me rappelle très bien, comme si c'était hier, 17 ans, donc j'avais 100 € en poche, pas de point de chute en France, mais j'avais cette envie de réussite. En fait, ce qui m'a marqué le plus, c'est que avant cet âge de 17 ans, quand j'ai eu mon bac, c'est qu'à l'âge de 16 ans, j'ai failli mal tourner. Et je me rappelle, il y a une phrase de mon père qui m'a fait changer de trajectoire. Bon, je commençais à laisser tomber les études, je commençais à sortir, je fuguais, etc. J'étais vraiment très mal parti. Et puis, un jour, mon père, dans un ascenseur, je me rappelle, il m'a embarqué avec lui dans un voyage à Casablanca. Et on n'a pas parlé, parce que bon, le bus, c'est 3 heures, 4 heures, etc. Et on n'a pas parlé pendant un bout de temps. Et c'est seulement l'après-midi, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, écoute mon fils, tu me vois, parce que c'était un commerçant de tissus, tu vois, je suis un moins que rien. Tout ce que je fais, c'est pour que toi, tu sois meilleur que moi. Et ça m'a fait couler les larmes tout de suite. Et depuis cette phrase-là, je pense que même au bac, j'ai dû avoir, je crois, 21 sur 20. C'était vraiment, alors que j'étais un nulard, et c'était exceptionnel. Tellement, je me rappelle, c'était le logarithme à l'époque, etc. Et donc j'avais cette rage de réussir pour effectivement que mon père soit plutôt fier de moi. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, j'ai eu des galères, bien évidemment. Je suis venu, moi à 4 h du matin, je soulevais des cajots pour financer mes études. Et à 8 h, j'étais affalé sur l'amphi. J'ai envie de dire, voilà, donc vas-y, suis ton feeling, petit Habib de 17 ans. Tu verras. Donc, dans la vie, tout ce que tu vas rencontrer, que ce soit bon ou pas bon, eh bien, ça fait partie de ta vie et toutes les expériences sont bonnes à prendre. Aujourd'hui, avec le recul, je dirais que je ne changerai pas une virgule de ce que j'ai vécu. Je pense que c'est bien.
En tout cas, merci Habib de vous être prêté au jeu, de répondre à vos questions, finalement. Merci Ludovic de m'en donner l'occasion. C'est vrai que j'interviewe plutôt les gens et je parle très peu de moi, en tout cas dans ces émissions-là. Et là, c'était une belle occasion. Alors, on va juste, pour fermer, quelques news. On a parlé de M. Moed Altrad. Alors, grande information. M. Moed Altrad va être là pour un talk show tel qu'on le fait là. Et ça va se passer à Paris à l'occasion de la publication des 100 plus belles histoires d'entrepreneurs que Business Story Magazine va éditer. Donc il y a toute une opération. Si vous voulez en savoir plus, allez sur top100businessstory.com ou regardez sur le site bsmag.fr. Donc vous pourrez le rencontrer, vous pouvez lui poser des questions. Il ne sera pas le seul, il y aura d'autres invités d'honneur et j'en parlerai peut-être dans d'autres émissions parce qu'ils méritent tous autant de temps de parole. Merci pour votre fidélité et je vous dis à vendredi prochain. 1, 2